Bonjour Adriano, Salut. ça va? Ouais, nickel, et toi? Ça va bien. Alors Adriano, tu es product manager chez A/B Testy, c'est ça? Ça, exactement. Est-ce que pour commencer et pour donner un petit peu de contexte à ton métier, ton univers, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait A/B Testy? Qu'est-ce que c'est? Depuis quand ça existe? Combien vous êtes? À qui vous adressez, etc. Yes, pas de problème. Alors, A/B Tasty, c'est un logiciel en SaaS. Donc on est une startup qui a commencé il y a maintenant 7 ans. À la base, c'était une agence de web analytics fondée par Alex et Rémi, nos cofondateurs, qui s'appelait Liwio. Et ça marchait plutôt bien. Ils se sont rendus compte au bout de 2 ans que le web analytics c'était intéressant, mais que finalement, pouvoir donner la main à leurs clients pour pouvoir faire du test sur les sites et non pas analyser a posteriori, mais pouvoir tester et avoir des enseignements un peu à la Amazon. C'est quelque chose qu'ils voulaient proposer à tous leurs clients et ils ont pivoté petit à petit vers un logiciel en ligne, donc du SaaS, qui permet hyper facilement, en fait, même quand on n'est pas très technique, de modifier son site et d'avoir du coup sur une même durée deux versions du site qui cohabitent et derrière prendre une décision chiffrée quant à la modification à apporter. Que ce soit sur du wording, de la couleur, euh, différents éléments du site, des éléments de réassurance. Donc ça, c'est l'idée de base, pouvoir redonner la main aux équipes marketing, c'est un Mhm. petit peu la promesse. Ok. Au fur et à mesure, ça a évolué. Donc c'est devenu quelque chose de plus en plus étoffé, avec une bibliothèque qui permet de pousser des messages marketing, D'accord. avec des petites bannières, des messages un petit peu spécifiques. Et après, on a vraiment évolué au niveau technique pour proposer des méthodes de calcul de stats assez avancées, euh, notamment une qui s'appelle le bayésien, qui permet de Mhm. donner un intervalle de confiance. Euh, et du coup, ouais, ça a évolué dans ce sens-là. Donc maintenant, on est quasiment une centaine. Mhm. On a fêté les 7 ans en décembre, à début décembre. À la base, donc c'était juste à Paris. On grandit assez vite à l'international. Donc on a des bureaux à New York qui ont ouvert cette année. On a des bureaux à Sydney, à Londres, à Madrid, à Cologne en Allemagne, et on ouvre le bureau de Berlin à la fin de l'année. Ok, Donc super. ça grossit plutôt vite. Et du coup, vos clients, c'est principalement des e-commerçants, ça peut être tout type de site, vous avez des institutionnels. Alors on a un peu de tout. À la base de la base, c'était vraiment les commerçants. Mhm. Euh, et on se diversifie de plus en plus. Là, on a vraiment des gros clients e-commerçants, on a des clients dans la banque et l'assurance, on a des clients aussi tout ce qui est générateur de leads, donc tout ce qui va être des formulaires à compléter pour pouvoir derrière retargeter et envoyer des emails, tous ces clients-là. Et on a aussi pas mal de clients dans les médias. Donc on a vraiment un horizon assez large. Euh, et c'est une solution qui s'adresse à la fois sur du B2B avec des clients un peu premium qu'on va accompagner. Donc on fait à la fois le logiciel en SaaS, mais aussi une grosse brique d'accompagnement pour aider les clients à définir leur stratégie de testing, mettre en place les tests et vraiment les accompagner à la carte. Et à la fois aussi une solution clé en main, on va dire, où n'importe qui peut aller sur le site, s'inscrire et mettre en place le petit app sur son site et tester tout seul sans avoir besoin de l'aide des consultants. Ok. Donc ça s'appelle A/B testing, mais j'imagine qu'on peut aussi faire du A, B, C, D, E testing, c'est ça? Exactement. En fait, on a différentes typologies de tests. Donc, le test AB, c'est vraiment une variation A, une variation B. Donc, typiquement, je suis sur un site e-commerce et je vais pouvoir tester la couleur de mon bouton d'achat. Mhm. Vert contre jaune, par exemple. Comme tu dis, le A, B, C, D, E, c'est plus de deux variantes. Donc, vert, jaune, bleu, rouge. Et après, on a un autre type de test qui s'appelle le test multivarié, qui va te permettre de tester des combinaisons de modifications. Donc sur mon bouton, je veux changer à la fois la couleur, mais peut-être aussi que le wording peut être changé. Donc je vais passer de j'achète à je commande à je mets au panier. Je vais tester aussi peut-être la forme de mon bouton. Est-ce qu'il faut qu'il soit petit, rectangle, ou rond, ou un peu plus grand. Et en fait, on va créer un test sur lequel on va croiser les combinaisons de modifications. Et à la fin, on aura non pas lancé trois tests successivement, mais on aura une combinaison gagnante. Donc peut-être que ce sera le bouton j'achète en bleu et rectangulaire qui va gagner. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais un petit peu des différentes cibles. Dans ce que tu disais, j'avais l'impression que c'était quand même des structures d'une certaine taille. Euh, Est-ce qu'il y a une problématique de volume minimum pour que l'A/B testing soit parlant, ou soit, on va dire, percutant en termes d'interprétation des données? Alors, effectivement, on a besoin d'avoir quand même pas mal de visiteurs et de conversions pour avoir quelque chose de significatif. Mhm. Euh, donc, en fait, tous nos clients ont généralement une volumétrie assez importante.
le minimum qu'on doit avoir pour pouvoir avoir quelque chose de significatif, c'est assez théorique parce que ça va vraiment dépendre des données qu'on va avoir. Mais en règle générale, on recommande d'avoir au moins 500 visiteurs sur la variation et à minima 100 conversions. Après, ce qui va faire la différence vraiment, ça va être l'écart qu'on va avoir entre les variations. Si jamais sur mon original, j'ai un taux de conversion qui est à 2% et que sur ma variation, je suis à 2,03, on ne va pas dire à notre client tu peux gagner 0,3%, vas-y fonce, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc on va lui dire que c'est peut-être quelque chose qui est trop faible en termes de significativité. Et dans ce cas-là, soit ça débouche sur une autre hypothèse de test quand on a un taux de transfo qui est trop rapproché, ou alors c'est juste qu'il faut donner un peu plus de temps au test pour pouvoir vraiment voir si une tendance se dégage et derrière prendre une décision. Et justement, l'algo dont je parlais tout à l'heure, le bayésien, c'est un système de calcul qui va permettre de prendre une décision non pas à l'instant T, mais d'évaluer dans le temps si notre modification va être percutante ou pas. D'accord. On ne va pas te donner juste un taux de conversion moyen, on va donner un intervalle de confiance. Et on va te dire, avec toutes les données qu'on a récupérées, dans le pire des cas, si tu vas passer en prod, tu pourras gagner 0,2%, et dans le meilleur des cas, tu vas pouvoir gagner 3%. Et en fait, ça te permet de prendre une décision vraiment fiable basée sur tes données, et te donner vraiment un scénario pessimiste, un scénario optimiste. Dans le cas où ton scénario pessimiste est gagnant, même si c'est un tout petit peu gagnant, et que la modification n'est pas très compliquée à passer en prod, on conseille de la passer en prod parce que tu gagnes forcément. Dans le cas où c'est un petit peu entre les deux, on va dire d'attendre, ou peut-être de creuser un peu le reporting pour voir si jamais tu n'as pas une audience qui se dégage plutôt qu'une autre. Parce que forcément, c'est pas tout noir ou tout blanc pour toute la population. Tu as des visiteurs en fonction de leur comportement qui ne vont pas réagir pareil. Et derrière, on a justement un reporting assez puissant sur lequel tu vas pouvoir refiltrer par type de device, par comportement utilisateur. Est-ce qu'il est sur un Mac desktop, est-ce qu'il est sur un iPhone, est-ce qu'il est sur tous les critères comportementaux qu'on peut avoir. Et derrière, essayer d'identifier une audience pour laquelle ta modif est percutante. Et derrière, la pousser grâce à la personnalisation. C'est la deuxième partie d'A/B testing. On te permet aussi de personnaliser ton site assez facilement. Donc, tu as des modifications que tu peux faire suite à ton test en dur, des trucs assez simples. Typiquement, changer la couleur d'un bouton, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Derrière, si jamais on te dit que sur ton site, les nouveaux visiteurs préfèrent la version A à la version B, le passer en dur directement chez toi, ça implique quand même pas mal de dev, parce qu'il va falloir que tu puisses cibler justement ces nouveaux visiteurs par rapport aux anciens. Et là, A/B testing te fournit clé en main en fait une solution qui permet en un clic de passer cette modification en production sur juste le segment de visiteurs qui performe le mieux. D'accord. Et ça s'adapte à n'importe quelle technologie, à n'importe quel stack, que tu sois sur un CMS, sur des choses en Angular ou... Alors on a justement, l'éditeur fonctionne très bien sur Angular. En fait, c'est juste une surcouche JavaScript qu'on y a impliquée sur le site. Donc pour les sites de base HTML, CSS, il n'y a pas de problème. Tous les CMS sont pris en compte. Angular, ça marche bien. La seule techno qui est un petit peu différente, c'est React. D'accord. Parce qu'il faut que tu ouvres un petit peu l'accès à tes modules. La manière de fonctionner est un petit peu différente. Il faut poser un morceau de code sur le module pour autoriser A/B Testy à venir le modifier. Donc c'est une approche qui est moins clairement, on va dire, mais qui est aussi, qui est justifiée, on va dire, par la complexité de la stack. Et derrière, en fait, une fois qu'on a ouvert les accès, on ouvre le champ des possibles et on va pouvoir autoriser les composants React à être modifiés par A/B Testing. Ok. Et c'est intéressant que du coup tu parles de React parce que on pourrait considérer qu'A/B Testing c'est typiquement de la programmation réactive, c'est-à-dire qu'en fonction de je suis un utilisateur A ou B, je vais avoir tel ou tel affichage et donc ça réagit, le résultat réagit par rapport à qui je suis, si je suis on va dire une variante ou une autre. Et le fait que ça soit du React, du coup, c'est quelque chose qui est possible, donc tu l'as expliqué. Ça a été compliqué pour vous de faire en sorte que ça fonctionne sur React ou non, finalement, ça n'a pas été si complexe? Un petit peu quand même. Ça n'a pas été le développement le plus simple qu'on ait fait. On a fait appel à un expert React pour bosser avec nous là-dessus, parce que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas... on n'avait pas de développeur React en interne. On a fait appel en externe pour pouvoir monter en compétence sur le sujet. Ça a été un gros projet quand même, parce que les fonctionnalités qu'on propose sont les mêmes. Pour l'utilisateur, il faut que ça soit la même chose. Par contre, côté back, ça a été quand même assez différent. Enfin, on a ouvert en fait notre éditeur de façon différente.
pour Ouais. détecter automatiquement déjà si tu es sur un site React ou pas. D'accord. Derrière, adapter l'éditeur aux possibilités qu'on offre. Euh, on peut faire beaucoup de choses avec React, on ne peut pas faire tout ce qu'on pouvait faire sur du web simple, on va dire. Mhm. Et du coup, on adapte aussi l'affichage pour pas avoir un effet déceptif derrière en proposant 30 features si tu en as finalement que 25 de disponibles, quoi. Ok. Du coup, tout à l'heure, tu parlais un petit peu des différents types d'utilisateurs, des différents contextes utilisateurs, s'ils sont sur un device mobile ou pas. Le fait que vous soyez dans plusieurs pays, ça vous aide un petit peu à vous ouvrir aussi d'un point de vue culturel et de comprendre que pour certaines cibles, ça va fonctionner plutôt avec ce bouton-là et pour d'autres cultures, ça va fonctionner plutôt avec telle solution. Est-ce que ça vous a aidé, on va dire, dans l'amélioration de votre compréhension du métier ou simplement ça vous a donné plus d'opportunités business? Euh, un peu des deux, je pense. Au niveau business, c'est hyper intéressant parce que forcément, on voit des clients un peu de tous les horizons et euh, on se rend compte aussi que c'est pas les mêmes comportements. Typiquement, les clients US et les clients européens, je pense au sens large, c'est vraiment deux milieux différents. Mhm. Façon d'appréhender le travail est complètement différente et les attentes ne sont pas les mêmes. En Europe, on a aussi pas mal de différences entre les différents marchés. Le marché allemand, c'est un marché très carré, Mhm. euh, qui est assez mature. Le marché français est quand même plutôt mature aussi. Dans des pays type l'Espagne, je pense que c'est un petit peu plus récent, l'AB testing. Donc on s'adapte en fait vraiment au langage un peu du client et même au niveau des structures en France, en fonction de l'entreprise dans laquelle tu vas te trouver, tu vas pas du tout avoir le même interlocuteur. Tu as des clients qui sont market mais qui ont déjà un background un peu technique Mhm. avec lesquels tu vas aborder des sujets purement tech, comment ça fonctionne AB Testi, est-ce que le tag va ralentir mon site, est-ce que faut mieux que je pose en synchrone ou en asynchrone, comment je dois, est-ce que j'ai une stratégie à adopter au niveau tech, enfin les recos un peu. On a un petit peu challengé des fois, donc c'est assez cool parce qu'on voit que derrière il y a du répondant. Mhm. Tu as des clients qui sont vraiment orientés très market, Mhm. euh, qui veulent surtout avoir monter en compétence au niveau métier. Comment je priorise mes idées de test, est-ce que on a une méthodologie qu'on applique avec nos clients pour jauger un petit peu l'effort que va demander le test, le gain qu'on va pouvoir obtenir derrière, en fonction du type de page que tu vas tester. Si tu testes une page panier, tu es près de l'entonnoir d'achat, donc forcément tu auras un impact assez élevé. Mhm. D'ailleurs, tu testes ta homepage, tu as Mhm. beaucoup de trafic, mais pour autant, tu es loin du tunnel d'achat, donc l'impact monétaire en tout cas va être plus difficile à évaluer. Mhm. Donc, on a un petit framework qui permet justement de prioriser un peu les idées derrière et d'établir une méthodologie assez stricte pour que le testing au fur et à mesure devienne vraiment une méthodologie de travail et que ça devienne ancré vraiment dans les idées dans les décisions pardon, que les clients vont prendre. Alors finalement, c'est ça un petit peu le pari des cofondateurs, c'est qu'ils se sont dit plutôt que de filer du poisson à nos clients, on va leur apprendre à pêcher et donc leur Exact. expliquer un peu comment ça fonctionne, tout ça et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour améliorer leur site, leur app. Ça fonctionne sur les applications natives, j'imagine? Alors c'est deux produits séparés. Ok, On a ABTesty pour le web, c'est le périmètre sur lequel je travaille moi. ok, On a un deuxième périmètre qui s'appelle ABTesty for App, voilà. avec beaucoup de SDK, iOS, D'accord. Android. Effectivement, tu branches le SDK du coup sur ton app, Ok. et derrière tu vas pouvoir tester tes différentes vues, tes différents éléments. Et là, la promesse elle est vraiment hyper intéressante parce que ça permet de faire des modifications sur ton app sans avoir à repasser par la soumission sur le store. D'accord. Et derrière, du coup, c'est hyper puissant pour pousser des messages. Ok. Alors, tu peux aussi t'en servir pour patcher quand tu te rends compte que tu as un bug. Ouais. Donc, forcément, c'est assez pratique aussi Mhm. de ne pas se taper les 2-3 semaines de validation d'Apple. Bah ouais. Et ouais, donc tu as à peu près la même possibilité, mais en natif sur ton téléphone. Ok. Et du coup, vous avez dû établir des partenariats avec Apple, avec Google pour pouvoir, on va dire, patcher un peu en direct sans faire une resoumission? Alors, ça, c'est pas la partie que je maîtrise le plus. D'accord, pas de souci. Je ne sais pas exactement, je ne vais pas te dire de bêtises. Moi, je travaille vraiment sur la partie web. Ok. Euh, a priori, je pense pas. Je pense que vu que tu viens de brancher directement dans l'app, tu as un peu comme sur une surcouche JS, tu as la même chose sur les vues D'accord. via le SDK. Alors, c'est pas des. Enfin, je sais même pas, je ne veux Ok. pas dire de bêtises. Je C'est pas pense que grave. tu peux pas non plus lancer des nouvelles features en entier, mais Ok. Du coup, je reviens à ma question d'avant que j'ai pas fini finalement. Du coup, apprendre aux gens finalement à pêcher plutôt que de leur filer du poisson. Est-ce que selon les cibles ou selon les marchés ou selon les pays, est-ce que tu vois que le temps d'appropriation
de toutes les notions autour de l'interprétation des données, etc., et de l'analyse statistique. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile finalement à inculquer? Ça met un certain temps, ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des équipes. Ouais. En fait, ça dépend un petit peu du profil que tu as en face. Tu as des structures où il y a une seule personne, mais qui est un vrai couteau suisse, qui va pouvoir comprendre à la fois le côté business et market de qu'est-ce que je veux optimiser sur mon site, le côté tech pour mettre en place son test, avec que ce soit en WYSIWYG ou alors tu peux aussi injecter directement du JavaScript pour pouvoir modifier des éléments assez avancés sur la page, ou même du CSS pour reskinner la page. La partie aussi un peu business analyst pour pouvoir interpréter les données. Et du coup, en fait, c'est vraiment la partie aussi, un petit peu design. Il faut quand même que tu puisses comprendre le design de ton site et derrière proposer quelque chose d'assez quali et qui ne va pas trop dénoter avec le site. Et en fait, tu as des personnes qui possèdent directement ces 4 composantes de par leurs expériences, de par peut-être aussi leur culture, ou enfin c'est les choses qui s'approprient assez vite. Et du coup, ces personnes-là vont très vite monter en compétences. Elles vont pouvoir vraiment taper assez rapidement dans des tests avancés et des hypothèses en rapport avec leur business, en fait, et du coup, qui vont pouvoir amener à chaque fois d'autres idées de tests et avancer assez rapidement. Et tu as des équipes parfois un peu plus grosses, où tu as des schémas de validation qui sont un peu plus fastidieux, un peu plus lourds. Et du coup, je pense que c'est les équipes dans lesquelles ça met un peu plus de temps à prendre, parce que si jamais tu es tout seul, en fait, tu vas passer pas mal de temps sur l'outil. Ça va devenir vraiment un réflexe de tester tes idées et de les mettre en place. Et les mises en prod se font rapidement aussi. Voilà, exactement. Alors que si jamais c'est un outil que tu vas voir un petit peu de temps en temps, juste pour voir les reporting ou juste pour commencer à mettre un test en place, mais que tu sais qu'il ne va pas être mis tout de suite en place, forcément, la prise en main de l'outil est un peu plus longue. Mais ça, je pense que c'est comme un peu tous les outils, quoi. J'imagine que c'est d'autant plus vrai quand il y a une DSI en interne avec des lourdeurs, etc. Ouais, la promesse de base, du coup, c'est ça, c'est redonner la main aux équipes marketing. Donc, c'est s'affranchir un peu des DSI pour pouvoir rapidement faire. Tu peux faire aussi du page, tu peux pousser un message. Tu vois, il y a pas longtemps, il y avait le Black Friday. Pas de e-commerçants qui veulent pousser des codes promo, changer un peu l'apparence du site, des banners countdown, des choses comme ça. Ça fait pas mal de taf du coup pour les DSI assez rapidement pour mettre en place tout ça. La promesse d'AB Testy, c'est on peut te mettre un petit bandeau avec un compte à rebours assez rapidement. Tu sais déjà que tu mets un code promo du vendredi minuit au dimanche minuit, tu peux le programmer. Ça, du coup, tu peux les faire assez facilement. Après, on essaie quand même de bosser main dans la main aussi avec les DSI parce qu'il faut les rassurer. Il faut leur montrer qu'on ne va pas non plus péter tout leur site. Il y a toujours une petite appréhension quand même côté technique. Quand tu leur dis que tu mets la possibilité de mettre en prod rapidement entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est compliqué pour eux aussi de gérer ce truc-là. Donc il faut aussi quand même bosser avec eux main dans la main et leur montrer que c'est quelque chose qui fonctionne, les rassurer sur les process. On a différents niveaux d'accès pour pas que tout le monde puisse faire n'importe quoi. Il y a des workflows. Exactement. Tu as un système de validation, tu as un niveau viewer qui pourra juste analyser le reporting, et un niveau admin pour accès aux settings avancés sur la pose des cookies, sur le déclenchement du tag. Enfin, vraiment, on a différents niveaux. Et en fait, une fois que tout le monde est dans la boucle et tout le monde comprend ce qu'on fait, comment on le fait, en principe, il n'y a pas de problème et ça déroule comme il faut. Bon, très bien. Du coup, cette capacité finalement de faire des modifs un peu en prod, en live, comme ça, c'est selon toi, c'est à la moitié de la valeur du produit que vous avez, c'est-à-dire que l'autre moitié serait de faire de l'A/B testing et l'autre serait de carrément l'utiliser en tant que CMS, d'éditeur un peu. Alors, tu peux. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on recommande parce que tu as toujours après un delta entre ce que tu as en prod, ce que tu as avec A/B Testy. Si jamais tu passes toutes tes modifications avec A/B Testy, c'est top pour nous, c'est-à-dire que notre outil marche bien, mais dans le fond, tu vas quand même surcharger ton site avec juste des modifications en JS. Et il y a quand même une partie où nous, on recommande vraiment A/B Testy pour le testing, pour l'engagement, donc le message marketing, pour la personnalisation quand tu as des scénarios avancés. Mais les modifs que tu peux passer en prod parce qu'elles sont logiques, on va dire, si tu modifies un wording et que tu sais que ça marche pour tout le monde, tu modifies une couleur, si jamais tu veux faire des patchs, ça marche. Mais alors c'est une valeur ajoutée parce que tu peux le faire rapidement quand tu te rends compte que tu as un problème. Mais en règle générale, on va quand même recommander au client de le mettre en dur après dans son code s'il a la possibilité pour pouvoir quand même conserver un site propre et à jour, on va dire.
On peut le faire, c'est pas forcément une bonne pratique, donc on préfère recommander aux clients de passer en prod, tout ce qui veut passer en prod par la suite. C'est pas là toute la valeur d'A/B testing. Ouais. Ok. Du coup, c'est super clair et finalement, on a l'impression que c'est un petit produit et que c'est simple, mais en fait, quand on détricote, c'est assez, comment dire, pas forcément complexe, mais ça a plein d'effets et donc c'est intéressant d'en parler avec toi. Et ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de contexte pour la suite. Est-ce que du coup, maintenant, tu peux nous parler un petit peu de toi, Adriano, nous raconter ce que tu as fait avant, les expériences qui ont été les plus, on va dire, enrichissantes par rapport au métier que tu fais aujourd'hui? Et puis éventuellement les choses, on va dire, en dehors de la vie professionnelle, le cursus académique, éventuellement des rencontres, des projets. Ouais, avec plaisir. Moi, du coup, ça fait 1 an et quelques mois que je suis chez ABTST maintenant. J'ai commencé en tant que consultant en optimisation. Donc, en fait, j'avais un portefeuille de clients que je devais aller former, accompagner sur la roadmap, la mise en place des tests, la montée en compétence sur l'outil. Et je suis passé au produit à peu près 6-7 mois après. Parce que je comprenais bien comment ça marchait, j'avais déjà une expérience précédente dans le produit. J'ai bossé pendant 2 ans en alternance chez Eurosport en tant que chef de produit. Donc c'était vraiment quelque chose qui me passionne et que j'ai un peu trouvé ma voie là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je prends beaucoup de plaisir à travailler. Avant ça, j'ai bossé pendant 1 an et demi chez Orange en tant qu'intégrateur web designer pour un petit site qui s'appelait Star Africa. Donc c'était hyper intéressant, toute petite équipe, donc du coup je faisais vraiment beaucoup de choses. Et encore avant, j'étais dans une petite boîte qui faisait de l'e-learning. Pendant 2 ans à peu près, j'étais chef de projet. Et après, voilà, pour les expériences. J'ai un peu de prise à l'envers. Je sais pas si c'est le meilleur. C'est pas grave. Donc, quelle est celle qui t'a le plus apporté par rapport à aujourd'hui? C'est Eurosport, définitivement Eurosport, parce que c'était une très grosse boîte, donc c'est quand même pas mal de monde. Une dimension internationale. J'ai bossé pendant 2 ans sur le eurosport.com avec des gens extraordinaires. Vraiment, le chef de produit avec qui je bossais, Thomas Hochkorn, est quelqu'un de top et qui m'a vraiment beaucoup appris. Donc j'ai vraiment pu bosser sur des projets d'envergure différentes. Avec des complexités, j'imagine, sur la scalabilité, sur le multilinguisme, etc. C'était vraiment des projets c'est monté crescendo. Au début, j'ai bossé, je suis arrivé en plein milieu de la refonte du site Eurosport. D'accord. C'était le premier site média à passer en responsive, avec un format 3 colonnes. Donc c'était assez ambitieux, c'était vraiment un beau projet. Donc je suis arrivé à ce moment-là, j'ai participé à la refonte, au spec, au recettage, donc c'était assez nouveau. Et après, les projets se sont enchaînés avec des beaux projets. On a changé le module de commentaires sur le site. Du coup, j'ai dû faire l'appel d'offres avec les différents prestats. Au final, on était parti sur Livefire, donc c'est une boîte américaine basée à San Francisco. Donc j'ai pas mal échangé avec eux pour faire toute l'implémentation sur tous les sites d'Eurosport, expliquer aux différents interlocuteurs comment ça allait se passer, comment on allait faire l'implémentation technique. Et au moment en fait où on a lancé Livefire en prod, 2-3 jours après, je partais à San Francisco pour finaliser mon MBA, vu que j'étais en alternance. D'accord. Et du coup, ça m'a donné l'opportunité d'aller les voir un peu là-bas et de voir comment ça se passait. Donc c'était plutôt cool. Super. Et du coup, ça a débouché sur des beaux projets. Et par la suite, du coup, je suis arrivé chez ABTST quelques mois après la fin d'Eurosport. Ok. Et du coup, aujourd'hui, à ABTST, donc vous avez différents bureaux un peu partout dans le monde. Quelles sont les fonctions qui sont en France, à Paris? Comment c'est organisé? Toi, tu es au sein d'une équipe. Est-ce qu'il y a plusieurs équipes produits? Comment vous êtes structuré en termes de front, back, etc. Et surtout, avec qui tu interagis, on va dire, au quotidien? Alors en fait, toutes les fonctions core d'ABTST, elles sont à Paris. C'est un peu la maison mère. Donc on a le pôle tech avec 25-30 développeurs, je pense. On a le pôle market, on a le pôle consulting qui est aussi une grosse partie de la boîte. Toute la partie RH, toute la partie commerciale. Et on a le pôle produit au milieu de tout ça, donc, qui travaille un peu avec toutes les équipes. Au pôle produit, on est 4 ou 5, 4 je pense.
Donc on est 2 product managers, on a un UX designer et on a un product marketing manager. Et on va avoir très prochainement une learning and training manager qui va arriver. Ok. Donc le pôle grossit de plus en plus. Et après, dans les pays, on va avoir plutôt toutes les équipes sales. On a vraiment les équipes locales qui sont là pour vendre, avec en règle générale 1 ou 2 consultants par pays pour pouvoir derrière assurer le suivi client. Okay. Et à New York, c'est le dernier bureau qui a ouvert, donc on est en plein développement là-bas. Et pour l'instant, on a 2 personnes à New York et on recrute après sur place pour pouvoir justement faire grossir un peu l'équipe et pouvoir continuer du coup sur le système sales et consultant pour apporter vraiment les réponses aux clients. Du coup, vous avez une partie support aussi ? Ouais, alors on fonctionne avec Intercom. Pour tous nos clients premium, à chaque fois ils ont un consultant dédié qui est là pour les accompagner, avec qui ils échangent quasiment tous les jours par mail ou par téléphone. Et pour les autres, les clients premium aussi du coup, disposent d'un chat Intercom sur le site. Donc, dès qu'ils ont la moindre question, en fait, ils peuvent envoyer une question à n'importe quel consultant et derrière on prend en compte les demandes pour répondre assez rapidement. Donc ça fonctionne comme ça chez nous. Et alors aujourd'hui, j'imagine qu'il y a une roadmap qui est mise par la direction. Est-ce que principalement elle est sourcée par le feedback des utilisateurs, des commerciaux? Comment est structuré tout ça? Est-ce que c'est le point d'origine, on va dire, des nouvelles fonctionnalités? Est-ce que c'est complètement différemment? C'est un peu ça. C'est effectivement, on bosse. Le CEO Rémi bosse avec le produit énormément. Donc il fait vraiment, il fait partie de l'équipe produit de façon intégrale. Et la roadmap, elle est vraiment modelée déjà par sa vision du marché, parce qu'il a vraiment une bonne vision et une bonne compréhension de ce qu'attendent les clients. Donc on a un peu d'avance, je pense, sur les demandes des clients, on essaie de les anticiper un petit peu. Pour la partie innovation, on a aussi une équipe de data scientists que j'avais oublié d'inclure, mais on a aussi 3 data scientists chez AB Testing qui permettent de faire évoluer quotidiennement le produit en termes statistiques, au niveau des fonctionnalités un peu innovantes sur lesquelles ils travaillent. Donc on a cette vision du CEO de Rémi. Après on a tous les feedbacks des consultants qui bossent vraiment à part entière sur le produit et qui utilisent toute la journée, donc qui ont beaucoup de retours en termes d'utilisabilité du produit, en termes de comment on pourrait faire pour réduire encore plus la friction, que ce soit plus simple, plus compréhensible pour les clients. On a vraiment différents niveaux de compréhension en fonction des consultants, des clients qui viennent juste d'être onboardés, des clients qui sont déjà depuis 3-4 ans. Et du coup, on a tous leurs retours à eux. Et après, on a aussi les retours des clients qu'on voit assez souvent. AB Testing qui organise assez régulièrement des événements. On a la matinée de la conversion qui a lieu à peu près tous les 6 mois, il me semble, où on rencontre les clients, on leur présente un peu la roadmap, on leur donne quelques bonnes pratiques un peu qu'on a pu voir avec les différents clients, quelques cas d'école. Et du coup, c'est aussi l'occasion d'échanger avec eux, de voir ce qu'ils ont aimé dans les nouvelles sorties, les nouvelles fonctionnalités, ce sur quoi ils sont demandeurs aussi, comment on pourrait leur simplifier la tâche et leur apporter vraiment des réponses produits en fait à leurs problèmes. Donc c'est vraiment tous ces retours qui viennent façonner la roadmap. Forcément aussi, comme je disais tout à l'heure, les commerciaux apportent aussi pas mal parce qu'ils voient à la fois en avant-vente chez les prospects ce qu'ils attendent, ce que propose aussi la concurrence pour qu'on voit comment on peut aussi s'ajuster sur les différentes offres. Et du coup, c'est tout ça qui vient un peu consolider. Et pour centraliser tout ça, on a différents outils. On utilise AA, qui est un outil de gestion de produits, qui est assez complet. On a vraiment un scope très très large. Tu peux gérer tes personas, tu peux gérer ta roadmap. On a une brique qui s'appelle IDs, sur laquelle en fait n'importe qui de la boîte peut soumettre une idée, qui est liée d'ailleurs à un channel Slack sur lequel on peut décrire une nouvelle idée. Et les gens peuvent voter. Donc en fait, plus l'idée te semble pertinente, plus tu peux voter. Tu peux même laisser des commentaires derrière pour rebondir, amener la discussion un peu plus loin. Et derrière, nous, on traite cette liste, on essaie de la prioriser pour la faire rentrer dans notre backlog et dans la roadmap. Et on la passe en spec derrière pour pouvoir commencer à t'effectuer avec l'équipe technique. Arriver à quelque chose de concret qui répond vraiment aux besoins. Donc en résumé, beaucoup de sourcing de la part des commerciaux et du CEO, des gens qui sont finalement sur le terrain et au contact des utilisateurs, donc les formateurs, je ne sais plus quel mot tu as utilisé également.
Est-ce que vous utilisez votre propre produit pour améliorer votre produit? Euh, Pas vraiment. D'accord. On devrait, on devrait l'utiliser. Je pense que c'est quelque chose qu'on va être amené à faire parce qu'on a, même nous, de notre côté, des interrogations sur des wordings, sur des compréhensions des features. Euh, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qu'on va être amené à faire. Mhm. On est encore en train de mettre un peu en place tous ces process Ouais. parce que l'équipe produit, c'est quelque chose d'assez récent. Finalement, je savais tester. Ça fait, moi, ça fait 7 mois à peu près que j'y suis. Et je pense que ça va faire 2 ans au final que ça existe. D'accord. Avant, c'était vraiment géré par Rémi directement avec l'équipe technique. Mhm. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place aussi. Parce qu'effectivement, on essaie d'inculquer à nos clients une stratégie de test and learn. C'est logique qu'on l'applique nous aussi sur notre propre produit. Ok. Et du coup, est-ce qu'une fois que vous arrivez à mettre des features en prod, des choses un petit peu en ligne, est-ce que du coup vous avez à nouveau un retour de la part des utilisateurs qui étaient eux-mêmes à l'origine des besoins, des demandes, ou non, du coup ça se dilue un petit peu et on n'arrive pas forcément à faire le lien? On essaie d'avoir des feedbacks des clients qui avaient demandé la feature. En règle générale, à partir du moment où on demande une feature un peu avancée et qu'on décide de la traiter, on va vraiment essayer de le faire en collaboration avec eux. Mhm. On va faire des calls pour expliquer comment on a compris leurs besoins et comment on l'a formulé finalement. Et une fois que c'est lancé, après, on va mettre plutôt l'équipe Customer Success sur le sujet D'accord. pour à la fois leur présenter la feature en binôme avec le produit et prendre un peu les retours et voir est-ce que ça leur plaît, est-ce qu'il y a des éléments qu'ils avaient vus autrement ou qui ne répondent pas forcément à leurs besoins initiaux. Et derrière, on fait un cycle d'optimisation continue. On va vraiment essayer de peaufiner la feature pour avoir quelque chose qui répond à 100% aux besoins. Ok. Et du coup, ça c'est une question que j'aime bien poser, c'est jusqu'à quel degré, on va dire, de finition des livrables vous allez pour les soumettre à l'équipe de développement? Est-ce que vous faites un niveau hiérarchique assez complexe entre les épiques, les features, les user stories? Est-ce que tu vas jusqu'à la rédaction d'un test éventuellement pour dire voilà, des tests d'acceptance, des tests de validation de features? Euh, Est-ce que vous faites du wireframing? Est-ce que vous allez jusqu'au proto? Comment ça se passe? Parce que comme tu as une expérience d'un T, je me dis que ça peut parfois tu peux avoir envie d'aller jusque-là. Concrètement, qu'est-ce que tu livres avant que ça parte un petit peu dans le flux du développement? Alors, avant, je faisais un petit peu plus parce que on n'avait pas de UX designer, on avait une équipe un peu plus réduite. Donc, du coup, je faisais vraiment systématiquement du wireframe pour savoir au moins à quoi ça allait ressembler et comment ça devait se matérialiser. Mhm. Une user story, après des specs fonctionnels, et j'allais de temps en temps un petit peu dans le technique parce que j'avais l'idée de comment ça devait fonctionner. Mhm. Et je validais à chaque fois quand même avec un lead dev pour être sûr de ne pas envoyer des signaux, envoyer du bruit, quoi, pour être sûr Ouais. que je dis pas de bêtises. Euh, et après, en fait, nous, on bosse dans AA et c'est envoyé derrière dans Jira pour que les développeurs D'accord. puissent le travailler. Donc, on a une distinction un peu des outils en termes produits et tech. Mhm. Et du coup, ce qu'on doit impérativement nous livrer à l'équipe technique pour qu'ils puissent travailler, c'est à minima la user story, des specs fonctionnels quand on peut, on appelle ça un scénario, Mhm. Ouais. ce qui va se passer, euh, et un wireframe quand on peut. Après, si jamais c'est juste des petites évolutions, Ouais. on va pas perdre de temps à faire un wireframe pour ça. Par contre, quand c'est des nouvelles features assez grosses, là, on change un peu de fonctionnement. Et avant même de commencer à rentrer dans AA et de spéquer tout ça, on va d'abord vraiment cadrer le besoin. Ouais. Donc avec les différents stakeholders, on va dire. Quand c'est une feature qui va être demandée par des commerciaux parce qu'ils l'ont vu pas mal de fois D'accord. par des clients, on va essayer de bien caler le besoin avec eux. Ensuite avec la tech, pour être sûr qu'on va pas s'engager sur quelque chose de pas faisable et derrière aussi avoir une estimation au niveau des délais. Et après, une fois qu'on a vraiment cadré le projet, qu'on a fait notre kick-off, là on passe dans l'outil et on va commencer un peu à dérouler au niveau à la fois technique, produit, design, ainsi de suite, quoi. Ok. Donc finalement, le split se fait sur la partie fonctionnelle dans AA, qui est quand même un outil, moi, pour l'avoir regardé, qui a plein d'écrans, plein de façons de voir les choses, qui peut aller vraiment, vraiment dans le détail et dans un niveau d'imbrication assez profond. Et Jira, qui est assez traditionnel pour tout ce qui est, on va dire, plus product owner, etc., avec une approche beaucoup plus technique.
éventuellement la soumission d'issues sur certaines livraisons. Est-ce que toi aujourd'hui tu recouvres un peu ces deux fonctions, ces deux métiers-là, ou vous êtes splitté ça avec une autre personne de ton équipe? Euh, Là, le fonctionnement qu'on a actuellement, nous, on a chaque product manager est en charge d'une équipe de dev. On a 2 ou 3 équipes, ça dépend des périodes, chez Abtesti, où tu vas avoir au sein d'une même équipe, on essaie d'avoir tous les profils pour pouvoir amener une feature à son terme. Mhm. Tu vas avoir du développeur front Angular, tu vas avoir du développeur back en Symfony, tu vas avoir un dev pour le framework Abtesti. Tu vas avoir un petit peu les différents profils qu'on a besoin, API, on a pas mal de choses. Et derrière, en fait, tu as un product manager qui est rattaché à cette équipe, et cette équipe dispose d'un lead dev qui va être l'équivalent du PM, mais côté tech. D'accord. Donc, en fait, on prépare notre feature de notre côté, toute la partie fonctionnelle, comment ça doit marcher. On brief le lead dev pour voir si on n'a pas dit de bêtises, si c'est possible, techniquement, ainsi de suite. Et derrière, il s'occupe de répartir dans son équipe pour voir comment ça doit dérouler derrière, quoi. Ok, bah écoute, c'est super clair. Est-ce que du coup, toi, tu as un petit peu aussi conscience que c'est un métier qui surgit, qui arrive, même si on va dire les méthodes agiles et les autres choses qui ont fait que ces métiers produits arrivent sur la scène IT sont là depuis quelques années. Est-ce que tu es raccord pour dire que c'est quand même, il y en a de plus en plus et est-ce que tu arrives à l'expliquer? Bah, c'est vrai que c'est un petit peu. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu les belles années du produit. Là, c'est un truc qui a le vent en poupe. Mhm. Avant, je pense que c'était pas clairement identifié comme ça parce que c'était pas forcément un pôle qui gérait ça. Mhm. C'était un petit peu des métiers qui étaient rattachés aux différents acteurs. Euh, et ouais, du coup, c'est des métiers qui sont un petit peu en train d'émerger, aussi bien tout ce qui rattache aussi à l'UX. C'est quelque chose qui est assez récent, j'ai l'impression. UX designer, euh, tout ce qui va être. Attends, c'est quoi le terme? Le design interactif, un petit peu, enfin, je sais plus quel est le terme. Mais tous ces termes-là, vraiment, le produit, l'UX, c'est quelque chose qui est assez récent et qui finalement est hyper intéressant parce que je trouve que c'est assez central en fait, aussi bien en termes de business, en termes de développement, en termes de market, en termes de toutes les compétences en fait dont tu as besoin sont regroupées autour du produit. Mhm. C'est ce pôle-là en fait qui va un petit peu centraliser et cristalliser le fait que le service que tu vas fournir avance. C'est un petit peu, c'est un peu la pierre angulaire en fait d'une entreprise. Tu récupères les inputs de tout le monde. C'est un petit peu pour ça qu'avant c'était un métier qui était porté par le CEO, le fondateur, etc. Quoi. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, c'est quelque chose qui est de plus en plus. Alors, je pense que souvent, quand même, en tout cas chez nous, et je pense que dans d'autres boîtes aussi, le CEO est vraiment partie prenante du produit. Parce qu'effectivement, vu que c'est lui le géniteur du projet et qu'il l'a amené là où il est, Mhm. c'est logique qu'il reste branché sur ce pôle-là, quoi, et qu'il amène toujours son input. Mais ouais, du coup, il y a des équipes qui se forment autour de cette idée-là, du CEO et des différents composants, quoi, pour pouvoir derrière dérouler. En fait, c'est un métier qui est surgi, je pense, parce qu'on l'a coupé des autres parties, quoi. Mhm. Du coup, j'imagine que euh, l'autonomie, puisqu'il est coupé un petit peu des autres métiers, c'est une des qualités prérequises pour être product manager. Est-ce que déjà tu es raccord avec ça? Et ensuite, est-ce que toi, tu vois des qualités qui sont essentielles pour, on va dire, exercer le métier, que ce soit plutôt product owner ou plutôt product manager? Alors, effectivement, l'autonomie, c'est un truc qui est assez important parce que il faut être proactif. Il faut vraiment, pour moi, en fait, il faut être rapide, très bien connaître le produit sur lequel tu travailles pour pouvoir rapidement prendre des décisions et surtout comprendre de quoi on va te parler. Euh, ouais, il faut vraiment maîtriser en fait ton sujet, connaître aussi tes différents utilisateurs, les différents niveaux de compréhension qu'ils ont, Mhm. faire preuve d'empathie, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais il Mhm. faut vraiment réussir à se mettre à la place de la personne qui va l'utiliser et se dire comment je peux faire dans sa situation à elle pour comprendre qu'est-ce que j'attends, comment ça doit réagir, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident
parce qu'il faut prendre du recul, en fait. Enfin, pas tout le monde a le même niveau de compréhension sur le produit. Et c'est quelque chose qui est même relativement difficile parce que plus tu bosses dedans et plus tu bosses dessus, et plus tu le connais en fait. Et puis tu peux t'aveugler facilement. Exactement. Et du coup, bah, un peu comme avec les devs et ce qui codent, pour eux, tout paraît logique et tout paraît simple. Et en fait, le code peut être clean. Si jamais derrière, niveau utilisateur, c'est pas facile à utiliser, bah, c'est qu'il y a un problème. Et sur le produit, c'est un peu le même symptôme. Il faut réussir à prendre du recul. Et du coup, pour moi, c'est hyper important d'être humble, on va dire, et de prendre vraiment en compte tous les avis qu'on va pouvoir te donner, parce qu'il n'y a pas de vrai ou faux. C'est surtout une histoire de ressenti, en fait. Et si jamais plusieurs utilisateurs ressentent le même problème ou le même besoin, bah, c'est que tu as quelque chose à faire, d'ailleurs, pour essayer de combler ce besoin ou alors solver ce problème, quoi. Mais ouais, il faut être un peu couteau suisse aussi, je pense. Ouais. C'est un petit peu comme les profils des gens qui utilisent des solutions. Il faut que tu puisses comprendre techniquement comment ça marche pour pouvoir dialoguer avec tes techs et savoir de quoi tu parles et leur montrer aussi que tu as du répondant, parce que c'est quand même assez important. Il faut pouvoir... il y a un petit côté commercial, parce que forcément tu vas quand même aussi parler à tes clients, essayer de leur vendre le truc, même si jamais c'est pas ton rôle à toi, bah, il faut que quand tu bosses sur une feature et que tu y crois, il faut que tu puisses véhiculer un peu ce désir de l'avoir. Et après, bah, tu as vraiment un côté récupération des feedbacks, compréhension, enfin... Synthèse. Ouais, exactement. Synthèse, matérialiser un petit peu tout ça. Et surtout adapter ton discours aux différents interlocuteurs que tu vas avoir. Et tu bosses avec toute la boîte finalement, les différents services. Il faut que tu puisses parler tech avec les tech, parler business avec le business, parler market avec le market. Être polyglotte. Exactement. Bon, ok. Bah, c'est super clair. Et je suis ravi parce que finalement, au fur et à mesure des vidéos, c'est globalement toujours les mêmes traits de caractère qui se recoupent. Donc je pense que quand on finira la série de vidéos, je pense que ça finira vraiment par faire quelque chose de costaud. Ouais, c'est top. Est-ce que du coup, donc tu nous as parlé un petit peu de vos méthodes, de votre organisation, des outils et puis de la façon dont tu vois le métier aujourd'hui. Est-ce que tu as une idée de vers quoi ça pourrait évoluer demain? Est-ce que c'est quelque chose où il va falloir, on va dire, se spécialiser de plus en plus? Il va falloir être plutôt spécialiste du marché, plutôt spécialiste d'une partie, on va dire, de ce que peut regrouper le product management. Comment tu vois l'évolution de ces métiers? Je sais pas trop parce que c'est vrai que ça bouge hyper vite, j'ai l'impression. Je pense que c'est un métier qui va rester quand même global. Je pense que se spécialiser sur un marché ou une méthode de travail, ou tu vois, si tu te spécialises sur du Scrum, de l'Agile ou du Kanban, ou enfin une méthodo, c'est un petit peu se fermer des portes. C'est pas rester global. Du coup, je sais pas trop vers quoi ça va évoluer. Ok. C'est le truc qui est aussi intéressant. Je me dis que c'est un peu l'aventure, quoi, et on verra comment ça va évoluer dans le temps, quoi. On verra bien. Est-ce que du coup, tu as des recommandations à faire ou des conseils à donner à des gens qui se disent tiens, moi ça m'intéresserait bien ce métier-là, mais je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut pour le faire. Est-ce qu'il faudrait que je me cultive et que je m'informe? Mais oui, mais quoi? Et auprès de quelle source? Alors, je pense que déjà, il faut se lancer. Il faut pas hésiter. Si jamais quelqu'un a l'envie de le faire, bah, je pense que c'est déjà la première étape. Je crois que c'est Richard Branson qui avait dit que si jamais on te propose un job et que tu sais pas le faire, prends-le, tu vas apprendre à le faire, parce que si tu as envie de le faire, tu vas réussir. Et après, il y a vraiment énormément de ressources pour apprendre en ligne. Déjà, il y a productpeople.io. Merci. Après, tu as pas mal de choses. Tu as des groupes sur LinkedIn pour tout ce qui est product manager ou tout ce qui parle du X. Tu as beaucoup de sites aussi qui sont pas mal intéressants. Il y a des newsletters qui sont assez cool. Tu as une newsletter sur l'UX, tu en as une qui s'appelle, je crois que c'est UX Weekly, quelque chose comme ça. Tu en as aussi qui sont pareils sur la tech, les plus orientés dev. Donc, moi, je suis abonné à une dizaine de newsletters comme ça pour faire un peu de veille, juste déjà pour voir ce qui sort d'intéressant. Medium, c'est une super source pour trouver des ressources. Il y a vraiment plein d'articles hyper intéressants. À la fois sur des bonnes pratiques et surtout sur des retours d'expérience. Tu as vraiment un côté humain sur Medium qui est hyper intéressant parce que c'est pas juste faites comme ça va marcher, c'est
Bah, moi, je l'ai vécu comme ça s'est pas forcément très bien passé, mais du coup, on a pivoté, on a fait ça, et c'est plus du ressenti en fait que des bonnes pratiques. Mm. Et du coup, bah, je trouve que ça touche un peu plus facilement la personne qui le lit. Euh, et après, bah, il y a pas mal de trucs, il y a des bouquins aussi hyper intéressants. Ouais. Voilà, dans ceux qui sont vraiment pas mal, il y a Zero to One qui est cool. T'en as un sur le design sprint qui est plutôt pas mal, qui est hyper intéressant. Bah, le design sprint de Google Venture qui est vraiment quelque chose de hyper intéressant sur lequel moi je me penche pas mal parce que je trouve que c'est des trucs qui valent le coup d'être testés. Donc tu as dit Design Sprint de Google Venture, c'est ça? Ouais, C'est ce qu'ils ont fait autour de Material Design et comment ils ont créé tout ça? en fait, c'est une méthode de travail. Tu vas éclater un projet, enfin l'idée, une hypothèse, tu vas la découper et tu vas te poser pendant 5 jours consécutifs avec une équipe de entre 5 et 7 personnes. C'est hyper cadré dans le temps, dans les livrables que tu dois apporter. Et en fait, au fil de la semaine, tu pars juste d'une idée, tu prends le ressenti des différentes personnes, tu pars d'un problème ou d'une feature à développer. Et au début, tu vas récupérer vraiment toutes les idées des gens, les idées un peu leurs a priori, ce qu'ils pensent, ce qui se fait sur la concurrence, des choses comme ça. Et tu vas organiser ça, tu vas... je sais pas exactement le schéma en tête, mais en gros, au fil des 5 jours, tu as différentes étapes à passer. Et à la fin du 5e jour, en fait, tu arrives avec un proto que tu peux montrer directement à un client potentiel. Et ça débouche vraiment sur des interviews utilisateurs où tu as une personne qui présente à des clients, enfin des utilisateurs, des testeurs, et les 5-6 autres derrière qui sont derrière un écran et qui regardent les retours. Et en fait, à la fin de ta semaine, quelque chose qui aurait pu prendre un mois à développer si tu l'avais fait vraiment à fond, en code, ainsi de suite, juste avec ton petit proto, tu vas pouvoir avoir le retour du marché et voir si tu es dans la bonne direction mais il faut ajouter 2-3 trucs. Si tu es dans la bonne direction et que tout a l'air génial, ça je pense que ça arrive rarement. Ou alors c'est dans la mauvaise direction. Et si tu es dans la mauvaise direction, tu n'auras mis qu'une semaine à t'en rendre compte. Okay. Potentiellement, on t'a remis en plus dans le droit chemin. Quoi. Donc finalement, c'est la déclinaison Lean Startup, mais côté produit, et voir comment faire un produit rapidement pour voir si en gros il est product market fitable sur une tranche. Quoi. C'est ça. Et ça, du coup, je l'ai découvert sur InVision. Okay. InVision aussi, qui est une super base de ressources. Ouais. Ils shootent des mails toutes les semaines, je crois, avec 3-4 articles qui sont hyper intéressants. Des petits placements de produits, mais hyper quali, parce que pour le coup, ils ont quelque chose qui est vraiment en raccord avec ce qu'on doit faire maintenant. Et du coup, il y a pas mal de bonnes ressources comme ça, même au niveau des produits qu'on utilise, en fait. Ils nous poussent directement de la matière pour réfléchir et évoluer sur le sujet. Okay. Et du coup, pour être, on va dire, puisque finalement la connaissance de son propre marché, pour être un meilleur product manager au quotidien, est-ce que tu utilises des outils en particulier pour faire un petit peu ta veille concurrentielle ou voir ce qui se fait sur le marché ou des solutions qui avoisinent un petit peu ce que tu es en train de faire? Alors, on teste forcément ce que font les concurrents. On regarde leurs outils, on suit leurs conférences, on regarde un peu comment ça fonctionne pour voir de quoi ils parlent et comment ça fonctionne chez eux. Donc ça, c'est un petit peu c'est la veille concurrentielle pure, on va dire. Quoi. Et après, pour le marché, pour moi, le meilleur moyen de voir un petit peu ce qu'ils attendent, c'est vraiment de les rencontrer. Donc que ça soit des clients, même des rendez-vous de prospection. On essaie d'aller de temps en temps quand même avec les commerciaux aussi. Et après, forcément, c'est amené à évoluer très vite parce que le web, ça bouge très rapidement, parce que les attentes sont pas les mêmes au niveau tech, au niveau usage. Et du coup, en fait, si tu t'informes un petit peu sur l'actualité, même du web en général, on va réussir à le décliner assez rapidement sur notre produit parce qu'on va essayer de répondre aux différentes attentes, aux différents changements qui vont arriver. Quoi. Okay. C'est assez macro. J'ai pas un outil en particulier sur lequel je m'appuie pour pouvoir faire la veille produit concurrentiel. Mais c'est plutôt des différents outils qu'on va utiliser par-ci par-là. Quoi. Ok. Écoute, tout ça c'est super clair. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur la fin? Un message à passer? Quelqu'un? Non. Ok. Rien de spécial, c'est cool. C'est okay, super. Adriano? C'est top, super initiative. Ah ben merci, je te remercie beaucoup. Adriano, je te souhaite une excellente soirée, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis tous les retours que tu nous fais et puis d'avoir pris le temps de nous parler de ton métier et d'avoir filé des tuyaux. Je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Merci, à la prochaine. Au revoir.